bien, nous allons reprendre tranquillement cette journée avec une question assez essentielle, cette place de la maladie. Et donc, nous avons demandé à Madame Zina Benali d'être parmi nous pour faire cette introduction pour une matinée qui sera, je l'espère, aussi riche que la journée d'hier. Et malgré une fête de la musique qui est passée par là, je pense que nos esprits sont extrêmement ouverts à vos propos. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ça va? Non? Je sais pas. Est-ce que... Il faut être... Oui, il faut se coller au micro. Voilà, oui. Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette rencontre de me permettre de parler en tant que littéraire parmi les spécialistes et les praticiens qui font un travail fantastique, je le sais, et un travail qui redonne sens aux mots comme solidarité, engagement et refus de ce qui est généralement présenté comme inéluctable. Je voudrais remercier Éric de Kerimel, que je connais depuis un moment, une quinzaine d'années maintenant. Notre rencontre fut placée sous le signe de la littérature. Non la littérature comme savoir et commentaire sur des textes posés comme inimitables, mais la littérature comme pratique, imitation, jeu. En un mot, la littérature comme atelier. C'était à l'université d'Aix, dans un atelier d'écriture que j'animais. Puis la rencontre s'est poursuivie pour un pari, pour un coup de dé. Éric m'a demandé d'animer un atelier d'écriture dans l'association Autre Regard, que certains connaissent peut-être, association dont il était chargé. Et là, se sont produites des rencontres incroyables avec des gens que je n'aurais jamais imaginé rencontrer. Ces rencontres sont placées sous le signe de l'altérité et du brouillage des signes habituels. Le pari était simple, il s'agissait de faire écrire pour amener à écrire, c'est-à-dire que la finalité était que les gens de l'association écrivent à propos de leur pratique, de leur intervention dans l'association. Et donc moi j'intervenais dans le premier, faire écrire. Je ne savais pas comment faire, mais je savais une chose. Je ne demanderai jamais un récit de vie, d'expérience, ni de quelque chose de ce genre. Je me suis toujours interdit d'aller dans l'intimité des écrivains de façon concertée et frontale. Et pendant des semaines, des mois, les gens qui étaient là ont écrit. Le seuil que je m'interdisais de franchir était emprunté par ces écrivains. Et j'ai beaucoup appris, je le dis encore aujourd'hui, sur ceux qui étaient là, sur le monde, sur l'humain, sur moi aussi. Cette rencontre exceptionnelle, je voulais la rappeler aujourd'hui. Et elle répondait à ce que j'appelle, moi, une pratique démocratique de la littérature, de façon un peu pompeuse, mais j'aime bien cela. Aujourd'hui, Éric m'a soufflé ce titre, qui m'a permis de relire des textes que je croyais connaître, que je connais pour les avoir lus et relus. Ces textes sont ceux de la littérature maghrébine en langue française et précisément algérienne. Donc je choisis de parler de ces textes puisque les travaux sur la littérature française et occidentale sont légion. Donc je voudrais ouvrir une petite lucarne sur une littérature qui n'est peut-être pas aussi connue que cela. Et en disant cela, j'aurai toujours en arrière-fond la littérature française. Je n'oublie pas, par exemple, L'écume des jours de Boris Vian, qui est l'une des plus belles métaphores sur la maladie, puisque ce nénuphar qui est à la fois très beau et néfaste va consommer la vie de Chloé de l'intérieur. Je n'oublie pas non plus cette magnifique description de Nana de Zola, qui est une corruption totale de la beauté par la maladie, qui est en même temps symbole d'un monde qui finit, puisque c'est en 1871. Alors, je voudrais parler de la littérature algérienne des années 50, c'est-à-dire les débuts de la littérature algérienne. Donc, les textes seront dans cette période-là. C'est le moment où le nationalisme
les revendications nationalistes sont à leur apogée, où il y a un tournant qui se passe. Je tiens à rappeler le contexte historique. Ce tournant se produit avec les manifestations du 8 mai 1945 et leur répression. Et le message qui est alors délivré est clair. Le colonna dit « pas question de changer quoi que ce soit malgré les promesses de De Gaulle ». Ça se produit en Algérie, au Sénégal, à Madagascar, une remise au pas de tout le monde colonial. Et l'autre conséquence de cela, c'est que pour les colonisés, le parlementarisme ne peut plus fonctionner, il faut passer à autre chose, c'est-à-dire à la violence. Je tiens à rappeler ça parce qu'on est dans la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et c'est bien de rappeler les choses historiques. Donc, c'est cette période-là, mais je prendrai un texte d'avant, des années 1920, et un texte plus récent pour montrer cela. Alors, le premier texte que j'évoque, qui est extrait d'un roman intitulé « Zora, la femme du mineur », a été publié en 1925 et je vais demander à mon aimable lecteur de lire le texte, de vous le donner en voix d'abord. La pauvre Zora, quelques jours après le crime, ne disait plus que des proverbes, des phrases au sens général. Zora aimait parler ainsi, faisant allusion à certains faits qui la concernaient. Sa maladie devenait incurable et menaçait son moral. Le froid et les privations auxquelles elle n'était pas habituée redoublaient ses souffrances qui devenaient insupportables. Elle avait souvent le délire. Habituée à la faim et son état le lui permettant, elle mangeait très peu. Zora était couchée sur un matelas rempli de crin, de paille et de laine. La tante Aïcha était près d'elle qui priait, un chapelet à la main. La voisine Kadoudja s'empressait autour de son amie, allait et venait, préparait les médicaments et une bonne soupe au lait. Merci. Zora entendait tout, mais ne comprenait plus que quelques mots. Ses souffrances devenaient insupportables. Elle leur préféra la mort. Le jour était pourtant si beau et la température si douce. Zora disait bien quelques mots, mais on ne pouvait guère la comprendre. Ce n'était que du souffle et un imperceptible remuement de lèvres. Alors, vous voyez, nous avons une description de la maladie qui est très classique. Dans le titre « Zora, la femme du mineur », on sent l'influence de Zola. Description d'une maladie due à la misère. Le mari de Zora a sombré dans l'alcoolisme, l'absinthe. Il buvait tout et elle meurt de misère. Mais on a encore quelque chose qui est très proche, qu'on retrouve dans le roman français, c'est que la maladie est une punition. Et la mort est une punition également, même si on parle de délivrance. Mais ici, quelque chose est intéressant à noter, c'est que Zora est punie alors qu'elle n'a rien fait. C'est son mari qui aurait dû être puni par la maladie et la mort. Lui se retrouve en prison, c'est elle qui meurt. Je tenais à rappeler cela parce que dans les textes qui vont suivre, nous verrons autre chose. Dans les textes que je voudrais vous présenter maintenant, nous avons deux types de maladies, même si c'est chaque fois un individu qui est évoqué, dont la maladie est évoquée. Il y a deux types de maladies, les maladies individuelles, comme la tuberculose, même si la tuberculose est contagieuse, et la gangrène, et puis l'autre maladie, c'est le typhus, qui provoque une crainte. Donc, le premier texte est extrait d'un roman publié en 1952, c'est le roman de Mamry, La colline oubliée, et je demande la lecture, si vous voulez bien. Mou depuis quelques jours va plus mal. Il ne mange presque plus, se plaint à chaque instant que sa tête veut éclater. Nous avons dû le faire remonter d'Afir et mettre un jeune berger à garder le bétail à sa place. Mais dans quelle chambre le mettre? Toutes celles de notre maison sont occupées et puis nous avions peur que Mou fût atteint du typhus et que si nous l'installions parmi nous, il ne nous contaminât tous. Aussi mon père nous a-t-il proposé de lui aménager Tahasast. Wally alluma sa pile électrique, chercha dans l'ombre le lit, et quand il l'eut trouvé, braqua le faisceau sur Mou.
Il ne put réprimer un mouvement de frayeur. Le malade était étendu sur le dos, la tête sur l'oreiller balancée vers l'arrière. Il était squelettique et sous les couvertures, son mince corps se devinait à peine. Sa bouche était ouverte et tout son visage avait ce masque rigide, glabre, immobile des figures mortes. Il lui manquait cependant la sérénité. L'expression de tous ses traits était douloureuse et difficile à supporter. Pour comble, Mou avait fermé ses yeux, qui avaient fait le charme de ce visage épuisé, souffreteux. Des syllabes indistinctes sortaient de sa bouche. Quelquefois, cependant, nous reconnaissions quelques mots. C'étaient en général les noms des morts de notre famille, disparus quelquefois depuis très longtemps. Notre berger les appelait à plusieurs reprises, et les uns après les autres, désespérément, comme si aucun d'eux ne voulait lui répondre. Wally, ne sachant quelle contenance prendre, et surtout effaré que les traits qu'il avait connus si beaux fussent à ce point défigurés, prit le parti d'appeler. « Mou, Mou, bonsoir Mou !» Mais au lieu de lui répondre, Mou est là à son tour des hommes, des femmes inconnues de nous. Wally se sentit gêné. Il dérangea la série de fioles rangées sur une table à côté du lit et m'offrit tout de suite de sortir. Mou se tut un instant. Quand nous fûmes à la porte, nous l'entendîmes qui appelait de nouveau longuement, désespérément, les figures de ses cauchemars. Merci. Alors, cette description de la maladie et de l'approche de la mort nous renseigne sur cette société maghrébine des années 50 et donne une certaine signification à la mort, à la maladie. Mouh est atteint d'une maladie dont on ne sait si c'est le typhus, mais il n'est jamais isolé. C'est pourtant un petit berger, donc on aurait pu le laisser de côté. Il n'est jamais isolé, il est pris en charge, et même si on le met un peu à l'écart, il ne reste jamais seul. On vient le voir. Et ces renseignements sur une société où le malade, celui dans l'état de santé s'est dégradé, c'est ça la maladie, et est intéressant. Aujourd'hui, ça a quand même changé. Ça d'une part. D'autre part, on ne sait pas ce qu'a Mouh. On sait seulement que son apparence extérieure est dégradée. Et son apparence extérieure, c'est déjà la mort annoncée. Vous avez bouche ouverte, masque rigide, figure froide, visage épuisé, souffreteux. On a tout un vocabulaire de cette mort qui approche. L'autre trait intéressant, c'est que la mort n'est pas une fin de soi, en soi. La mort est une communication avec ce qui est... excusez-moi. Je croyais l'avoir éteint. En plus, c'est un vieux... intermède, voilà, excusez-moi. Oui, la mort n'est pas une fin en soi, n'est pas un arrêt. C'est une continuité, c'est une communication. Et ces morts qu'appelle Mouh, elle, avec qui il communique, disent quelque chose de croyances qui sont antérieures à l'islam. La mort, qui sont africaines en fait. Hein. La mort, ce n'est pas la fin, ce n'est pas le passage à un autre monde, il y a une continuité. Et cela, on va le retrouver dans les autres textes. Donc, et lorsque le médecin arrivera, il sera trop tard. Voilà, et donc je vous disais, Mouh ne meurt pas seul, sa maladie est signe et métaphore et symptôme d'un monde qui est en train de finir. Et de quelque chose qui peut arriver ensuite. Et c'est à ce moment-là que je passe à un autre écrivain, un grand écrivain, Mohamed Dib, qui a écrit dans les années 50, en 52 exactement, un roman intitulé La Grande Maison. La Grande Maison, c'est une demeure collective dans laquelle chaque famille a une chambre. Et donc, elle fonctionne un peu comme une ruche. Vous savez, ça serait un peu la vie mode d'emploi de Pérec, mais posée autrement. Et dans cette grande maison, nous sommes
dans les années 40, 42, avec l'arrivée des Américains en Algérie. Et nous allons avoir deux figures de maladies dans cette grande maison, la gangrène et la tuberculose. Donc nous allons commencer par la gangrène de la grand-mère. Grand-mère, avec des mouvements d'agacement, sans se retenir, prenait l'écuelle de sa main qui tremblait d'une manière affolante et la rejetait au sol, sous sa chaise. Aïni, qui lui calait la tête, retirait son bras et la figure de grand-mère retombait sur ses grosses rotules. La vieille femme n'avait plus la force de se maintenir droite. Elle était irrémédiablement cassée, abattue. Certains jours, au lieu de manger, grand-mère abandonnait son bras qui pendait au-dessus de l'écuelle, soulevait la tête un bref instant, regardait d'un côté et d'autre, remuait sur le carreau nu ses deux mains irritées, puis geignait longuement. « Vous l'entendez » disait Aïni à ses enfants. Il se tenait dans la pièce et laissait grand-mère dans la solitude de la cuisine. « Quand ça ne va pas, c'est tout de suite moi qu'elle appelle. » Aïni faisait signe à Omar. « Regarde ce qu'elle veut, disait-elle, et ne reste pas longtemps là-bas. » Grand-mère remâchait des phrases indistinctes et gémissait encore. Elle se plaignait. Omar croyait comprendre à travers ses paroles embarrassées qu'elle était délaissée. Elle disait que des chiens venaient rôdailler autour d'elle, la nuit, et qu'on ne voulait pas la croire. Ces bêtes lui dévoraient les jambes, sitôt que l'obscurité accaparait la maison. Aïni, qui avait maintes fois déjà entendu cette histoire, lui rétorquait qu'elle rêvait et l'accusait de mensonge. Elle voulait se rendre intéressante aux yeux des locataires et attirer leur pitié. « Ce sont les folles fantaisies de ton imagination. Tu ne convaincras personne avec tes sornettes, » concluait sa fille. Mais un soir, Omar surprit un chien qui montait jusqu'à elle, attiré sans doute par la nourriture qu'il trouvait dans l'écuelle. Grand-mère fut incapable de la lui disputer, comme de le chasser. À la lueur instable et sanglante d'un cul de bougie fixé au sol, l'animal parut de proportions monstrueuses à l'enfant. Maîtrisant son affolement, Omar parvint cependant à le chasser. À dater de cette époque, on se rendit compte que c'était surtout à cause d'une forte odeur de décomposition insaisissable, mais perceptible de loin pour leur odorat aiguisé, que venaient les bêtes. L'odeur devenait suffocante. On comprit qu'elle venait de grand-mère. Aïni décida de lui enlever les linges qui lui enveloppaient les jambes et les pieds. Depuis longtemps, ses membres inférieurs étaient gourds, ne lui servant plus, enflés démesurément. Une sorte de liquide qui ressemblait à de l'eau s'en écoulait. On ne renouvelait plus les chiffons, et le jour où Aïni les lui ôta, ils virent tous grouiller des vers dans la chair blanche et molle. Le monde impérieux et meurtrier de la nuit s'effondra, à cette seconde, par pans entiers. Le jour montait. Merci beaucoup pour cette lecture. Vous voyez, dans cette lecture, en fait, ce qui concerne la maladie est très bref. La grand-mère ne peut tenir la tête droite et vous avez 3 lignes sur la description de la gangrène et des vers qui grouillent dans les plaies. Très très peu de choses concernant la description de la maladie. Et ça, je m'excuse, je parle un peu du bout de ma lorgnette. Dans la littérature, on décrit peu, jusqu'à ces dernières années, on décrivait peu la maladie exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'elle signifie. Je rappelle un peu le roman. Aïni, la mère, est restée veuve d'un mari qui a bu au point de perdre ses poumons, donc lui est mort. Et elle se retrouve chargée d'une mère impotente et de plusieurs enfants. Et donc, il faut qu'elle fasse vivre tout ce monde-là. Et donc, elle n'a pas de tendresse à donner. Aïni est tout sauf de la tendresse. Elle ne jette pas sa mère. Elle la garde, mais en même temps, elle est un peu brutale avec elle. Et c'est Omar, le jeune Omar, par qui passe le récit, qui s'occupe de la grand-mère. Alors, la grand-mère est dans une sorte de préscience de ce qui se passe. Elle dit pendant plusieurs jours que les chiens viennent lui manger les jambes. C'est une métaphore de la gangrène qui est en train de lui dévorer les jambes. Et finalement,
ce qui est délire, ce qui est rêve, comme lui dit sa fille, tu délires, est réalité. Et là, peut-être qu'on peut voir la nécessité de l'écoute du malade. Ça passe par le fantasme, par l'imaginaire, mais Aïni, la grand-mère, dit quelque chose de son état. Et effectivement, le chien apparaît, c'est un chien réel qui serait là au niveau, si vous voulez, de la réalité, qui serait attiré par l'odeur de putréfaction, mais ce chien a une ombre démesurée. C'est autre chose en même temps, parce que dans la littérature et dans la langue aussi, la maladie, c'est aussi le signe d'autre chose, c'est le symbole d'autre chose. Et c'est ce quelque chose, ce chien monstrueux qui fait peur à l'enfant, c'est Cerbère, c'est Anubis, le chien égyptien, c'est quelque chose qui nous vient de l'ailleurs et qui nous parle de ce monde-là. Et on peut peut-être réfléchir à ce fait que la maladie, même si c'est une dégradation du corps, c'est en même temps un seuil qui est ouvert sur autre chose. En tous les cas, c'est vécu comme cela. Donc, une fois de plus, vous voyez que la malade, même si on ne peut pas la soigner, est quand même prise en charge d'une certaine façon. La grand-mère est là. Maintenant, nous allons passer à... Donc, vous avez les mauvaises odeurs, la vue répugnante, ce n'est pas beau, ce grouillement de verre qui devrait se faire dans la mort et qui se fait dans le vivant. Et nous allons passer à un autre texte que je demande à Jean-Noël de lire. C'est une autre maladie, c'est la tuberculose. Les pleurs continuaient. Ménoun, malade, était couchée là, depuis que son mari l'avait renvoyée chez sa mère. La vieille femme la veillait. « Rendons grâce au ciel pour ses bienfaits », prononça Lala Zora. Ses regards étaient tournés vers la cour. Ménoun répétait dans ses sanglots « De ma vie, ma petite mère, de ma vie ». Ces paroles, réitérées sur un ton d'absolue certitude, avaient fait tressaillir le cœur d'Omar. Quelque chose de définitif, semblait-il, venait de se décider. Omar en eut vaguement le pressentiment. Il considéra la forme étendue. Lala Zora, assise à ses côtés, les jambes croisées, embrassait de temps à autre la malade, très ébranlée. Dans ses deux mains, elle lui enfermait les siennes. « Tu seras guérie, ma chérie. Dans un mois, tu retourneras auprès de tes petits si tu es bien sage. Le docteur l'a dit. » La vieille femme parlait comme à un enfant. Omar fit effort sur lui pour demeurer tranquille. La voix de Ménoun s'éleva, pleine de tristesse. « Je sais très bien que je vais mourir, ma petite mère. Je ne te reverrai plus, je ne reverrai plus mes enfants, de ma vie. » Elle baissa la voix, et elle redit « de ma vie, mes enfants », et elle se calma. Après quelques instants d'accalmie, elle se mit à chantonner à voix basse. « Quand la nuit se brise, je porte ma tiédeur sur les monts acérés et me dévais à la vue du matin, comme celle qui s'est levée pour honorer la première eau. Étrange est mon pays, où tant de souffles se libèrent. Les oliviers s'agitent alentour et moi je chante. Terre brûlée et noire, mère fraternelle, ton enfant ne restera pas seul avec le temps qui griffe le cœur. Entends ma voix qui file dans les arbres et fait mugir les bœufs. » Brusquement, Ménoun recommença à pleurer. Sa mère voulut parler, mais ne put que secouer la tête. Elle regarda Omar, puis autour d'elle comme pour implorer aide et réconfort. La voix de Ménoun modulait à cet instant une antienne funèbre qui n'était que pour elle-même. « Vous ne reverrez plus, dit-elle, vous ne reverrez plus votre mère, mes enfants. » Le doux visage de Lala Zora parut fatigué. L'enfant ressentit cette peine comme une parcelle d'une immense douleur. Le premier moment de frayeur passé, les femmes qui avaient retenu leur mari dans les chambres s'enhardissaient, narguant la maréchaussée. Fatima parut, l'agent qui lui serrait le bras l'ayant repoussé dehors. Elle se prit à pousser de lamentations interminables et s'envoya de grandes tapes sur les cuisses. Sa plainte monta, vrillante, et Dars Bitar tout entière vibra, pénétrée de part en part par la malédiction qu'elle proféra.
Le cœur et la raison des locataires cédèrent sous la puissance de cette note stridente. De toute la maison monta alors une rumeur inquiétante. Cette lamentation de haine et de fureur annonçait le malheur qui venait à grandes enjambées d'entrer dans Dar Sbitar. Les agents remuaient les papiers que Hamid avait réunis chez sa sœur. Ils les ramassaient et pour cela mettaient la pièce sans dessus-dessous. Fatima s'arrêta de crier. Elle se plaignit doucement. « Que va devenir mon frère? Que vont-ils lui faire pour mon frère ?» Son désespoir, difficile à déborder, monotone, infiniment lourd, cheminait comme un charroi fatigué. Dans sa chambre, Ménoun délirait faiblement. Depuis quelques jours, elle mêlait tout. Elle perdait conscience et ignorait ce qui se passait. Elle répétait encore « Je ne vous reverrai plus, mes petits ». Son chant revint sur ses lèvres, très doux, déchirant. Quand la nuit se brise, je porte ma tiédeur sur les monts acérés et me dévais à la vue du matin, comme celle qui s'est levée pour honorer la première eau. Étrange est mon pays, où tant de souffles se libèrent. Les oliviers s'agitent alentour et moi je chante. Terre brûlée et noire, mère fraternelle, ton enfant ne restera pas seul avec le temps qui griffe le cœur. Entends ma voix qui file dans les arbres et fait mugir les bœufs. Merci. Alors là, je vous disais, c'est un autre moment, c'est une autre maladie, et j'ai demandé à Jean-Noël de lire ce long passage de Dar Sbetar, de cette maison collective qui se trouve près de l'hôpital, d'où son nom. Et nous avons deux choses qui se passent en même temps. Il y a la perquisition des policiers, qui est évoquée par le nom maréchaussée. Et puis, vous avez la lamentation de Ménoun. Ménoun, on nous le dit, a été renvoyée par son mari qui a gardé les enfants. Et elle meurt de chagrin, de mélancolie, de langueur, en un mot, de tuberculose. Mais les textes ne disent jamais si la tuberculose est arrivée avant, après. Mais c'est cette rencontre entre une douleur et un état physiologique qu'il est intéressant de regarder et qui est que vous pouvez retrouver dans la littérature occidentale. C'est quelque chose qui se retrouve. Ménoun a été renvoyé et personne ne conteste, aussi bien elle que sa mère, que les habitants de Dar Sbetar, personne ne conteste la décision du mari. Et j'ai envie de dire ici que si on est en système colonial, les femmes sont doublement dominées, doublement subalternes, en tant que femmes dans un système patriarcal et en tant que colonisées. Donc elle ne dit rien, simplement elle se plaint, elle chante et elle meurt. Et ce qui est intéressant, c'est que elle sait qu'elle va mourir, elle le sait, elle le dit, elle se meurt, mais c'est à ce moment-là qu'elle dit ce poème, qui est un poème de l'écrivain, ce n'est pas un chant traditionnel, c'est un poème de l'écrivain, où vous reconnaissez quelque chose qui appelle Aragon, qui a fait publier le recueil de poèmes, et c'est l'annonce d'un monde nouveau. Donc on a réellement un monde qui finit et quelque chose qui pourrait venir. Mais Ménoun ne peut rien dire, elle peut juste chanter, elle n'a pas encore la parole. La situation est telle que ce n'est pas, lorsque en 1945 s'annonce la guerre de libération, c'est une guerre nationaliste, c'est un mouvement nationaliste, où les femmes n'ont pas de place. Et le texte littéraire nous le dit. Donc, nous avons une attente, nous avons un espoir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la maladie rencontre une autre maladie qui est la maladie politique, en quelque sorte. Et cette maladie politique va se retrouver dans ce très court texte de Kateb Yassine à propos de sa mère. Je suis né d'une mère folle très géniale. Elle était généreuse, simple, et des perles coulaient de ses lèvres. Je les ai recueillies sans savoir leur valeur. Après le massacre, 8 mai 1945, je l'ai vue devenir folle. Elle, la source de tout. Elle se jetait dans le feu,
partout où il y avait du feu. Ses jambes, ses bras, sa tête n'étaient que brûlures. J'ai vécu ça, et je me suis lancé tout droit dans la folie d'un amour impossible pour une cousine déjà mariée. Merci. Je reste un petit moment sous le coup des paroles très fortes de Kateb Yassine. C'est simple, sa mère est devenue folle, a sombré totalement dans la folie après les manifestations du 8 mai 1945, quand elle a cru que son fils, Kateb Yassine, qui avait 16 ans à l'époque, a été tué. Et donc, il y a cette perte du contrôle, du réflexe, d'instinct qui fait qu'on ne se brûle pas, elle se brûle, et Kateb Yassine fait un lien entre la folie et la poésie. Et on retrouve cette image du fou d'amour. Vous avez le fou d'Elsa, mais la folie d'amour est d'abord née en Arabie, hein, il faut le rappeler. Et j'ai envie de citer, de paraphraser quelque chose de Thomas Mann qui dit « La maladie n'est que la métamorphose de l'amour impossible qui devient, qui peut s'exprimer ainsi. » Donc, la folie de la mère n'est pas due au hasard. Elle a une cause très précise. Elle est due à un événement politique. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Je voudrais maintenant, je passe rapidement au texte de Mimouni, la folie provoquée par la violence. Mais la fille ne put jamais se remettre de ce phénoménal tabassage. Défigurée à jamais. 3 semaines de lit dans un état d'inconscience proche du coma et peuplé de cauchemars. Elle en sortit avec le regard fixe et l'esprit absent. Elle ne comprenait plus ce qu'on lui disait, ne savait plus parler, refusait de manger, n'acceptait de se nourrir qu'à condition qu'on lui ouvrît la bouche pour y introduire les aliments, ne voulait plus se laver ni se peigner, pissait et déféquait sous elle, sans la moindre retenue, à l'endroit même où l'envie la prenait, devant des passants, face au père en train de manger, qui se mettait à grogner avant de sortir évacuer sa fureur au grand air. Aucune amélioration ne vint avec le temps, et toute la famille se mit à attendre sa mort comme une délivrance. Merci. Alors, il s'agit d'une jeune fille qui a été violée et que le père massacre quasiment. Parce que dans nos sociétés, on suppose que c'est de sa faute, si ça lui est arrivé. Et elle est complètement ravagée, complètement esquintée. Et donc, la folie est une réaction à cette violence. C'est ce que nous dit le texte littéraire. Et les mots de Rachid Moumouni, qui est l'écrivain de ce texte-là, nous dépeint en fait non seulement la maladie, la folie, mais également l'état d'une société qui est en train de se déglinguer. C'est cela, et je voudrais insister là-dessus, la maladie est le signe de quelque chose qui se passe dans la société. Ce n'est pas uniquement un état physiologique, en tout cas c'est ainsi que l'on peut regarder cela dans la littérature. La maladie est le signe, le symbole, la métaphore d'une société qui est malade quelque part. Et ce que je retiens des textes que Jean-Noël vous a lus jusque-là, c'est que la maladie est politique, sociale, qu'elle est due, dans ces textes que je viens de vous lire, on peut voir autre chose, et on va voir autre chose, elle est due à 2 causes qui écrasent les gens, c'est un système politique, c'est surtout le colonialisme, et un système autochtone, c'est le patriarcat. Et ce sont les plus jeunes, les plus vieux, les plus vulnérables, c'est-à-dire des tout jeunes, des femmes, des personnes âgées qui en sont atteints. Vous allez me dire, c'est l'ordre physiologique, mais ce qui est intéressant dans les textes francophones algériens, c'est que cela se double d'une dimension sociale et politique. Et j'en arrive à un dernier texte, je tenais quand même à l'intégrer, même si il appartient à ce qu'on appelle la littérature beurre. C'est un extrait un peu long, mais vous allez voir pourquoi je le retiens, un extrait d'un roman de Nordine Zaimi, qui est un jeune universitaire mort du sida. Et la description de son état est très intéressante. Les aléas climatiques
était pour P, de toute évidence, l'occasion de troubles et de déprédations. Le changement brusque de temps constituait un obstacle majeur à sa progression dans le monde d'aujourd'hui. Maints événements viendront confirmer cette allégation dans la suite du témoignage que je m'apprête à vous livrer, cher monsieur. Sous la pression générale, le visage de P s'était peu à peu dégradé, et cela bien avant l'épisode du chat. Crevasses, cratères et volcans se lisaient sur son front, sur son cou d'athlète en herbe. D'après lui, le pourrissement cutané faisait partie d'une stratégie d'ensemble qui visait sans doute, il ne pouvait en être sûr, mais tout tendait à le prouver, à la décomposition totale de son univers. Un autre élément irait dans ce sens. Son poumon droit s'était décollé, lui causant une atroce douleur sur le côté pendant plusieurs jours. À cela, il fallait ajouter le gargouillement grumuleux de son estomac, les perturbations sonores qui résonnaient dans la caverne de son intestin et les déflagrations odorantes dont l'arrivée intempestive n'amusait plus personne. Vous allez rire de ces complications communes et anodines qui font tout le piment de la vie organique, mais ne riez pas trop fort. P comprenait à la faveur de ces futiles incidents quotidiens que ses viscères commençaient à se casser la figure, comme un vieil échafaudage branlant qui manque de chavirer sous le poids des hommes qui l'occupent. Morcellement et putréfaction étaient les deux faces visibles et invisibles d'un même phénomène. Toute partie du corps gagnée par la gangrène finissait immanquablement sur le plancher. Elle se détachait doucement et tombait avec grand fracas. Ensuite, c'était toute une affaire de recoller et de panser les plaies. P prit place devant son miroir. Longuement, il l'interrogea sur le monde, sur le temps qu'il faisait, sur les circonstances initiales de l'histoire qui s'amorçait. Le grand avantage d'un miroir est qu'on peut lui parler indéfiniment. Il a le loisir de vous écouter. Si vous regardez votre bouche, vous pouvez même imaginer qu'il vous répète vos paroles. P n'hésitait pas à prolonger les conversations sans espoir de réponse. Le P bis ouvrait et fermait les yeux, se déshabillait, s'admirait sur toutes les coutures, prenait des pauses plus ou moins réussies. En l'orientant face au mur, on le voyait mimer la décomposition ambiante, grossir les détails de la tapisserie là où elle était vraiment mal en point, reflets changeants de formes dégradées. Une fois que P avait épuisé le registre métaphysique des questions primordiales, l'origine du monde, l'existence de Dieu et l'importance relative de sa destinée, quoi qu'on en dise, on en revient toujours à soi, il lui arrivait de s'interroger de manière plus triviale. Il entrait dans le domaine physique ou physiologique, voire esthétique. De tout temps, le miroir avait suivi les intérêts de la beauté. Il fallait tirer parti de cette expérience millénaire. Suis-je toujours le plus beau ? La question était sur toutes les lèvres depuis le début de l'histoire. Elle était également sur les lèvres de notre Narcisse au bord du gouffre. Un chef-d'œuvre en péril, pensa notre héros. P grimaça, mit ses dents en avant, tira la langue, écarta ses oreilles. Rien de très original ni de très difficile. Le miroir fit de même. Il fit jouer ses muscles comme un athlète de magazine, vit se dessiner quelques protubérances. Le miroir suivit le mouvement. Épuisé par l'effort, il s'arrêta. Néanmoins, pour le moment, seul son visage, autrefois si beau, qui faisait la gloire de ses supérieurs et l'envie de ses congénères, avait subi des avanies inéluctables. On était passé d'un paysage serein de plaine au relief accidenté et chaotique d'une planète inconnue, étrangère à notre galaxie, paysage qu'il ne cessait pourtant d'entretenir, de bêcher, de polir grâce aux diverses crèmes que elle lui avait fournies avec la générosité d'un frère. Les résultats étaient incertains, P l'avait compris, mais il ne tenait pas moins à ce travail quotidien. Ce qui comptait bien plus, c'était son jardin intérieur. Il y avait semé du gazon et des fleurs. En somme, c'était une gloire nationale que ce lopin de terre logeait dans son ventre. Son entretien nécessitait l'ingestion massive de yaourts. Le yaourt, en effet, avait pour principale vertu d'épanouir et de développer la flore intestinale.
et P savait qu'il fallait aider Dame Nature où qu'elle se trouvât. Un écologiste dans l'âme que notre personnage. Au total, il était très content de son paysage intérieur, un peu moins de sa défiguration externe. Il avait longtemps hésité sur les mesures à prendre. Draconienne, c'est-à-dire combler les crevasses et poncer les excroissances, ou la méthode douce, déjà évoquée à base de composants médicamenteux compliqués. C'était cette voie que elle et lui, d'un commun accord, avaient finalement adoptée. Parfois, il lui prenait des velléités de grands chambardements dermatologiques. Mais au fond, P n'était pas un violent. Il n'aimait que les fleurs au bout des fusils. Merci. C'est le dernier texte, rassurez-vous. Et la question qui se pose dans cet extrait très long, c'est comment parler de ce qui est visible et invisible, puisque la maladie a deux faces, hein, le visible et l'invisible. Et dans ce texte, ce que je trouve intéressant, c'est de retenir qu'il y a un véritable énoncé, une énumération des parties du corps. Les poètes diraient un blason du corps. Le visage, les poumons, le côté, l'estomac, l'intestin, les viscères, le corps, les dents, etc., etc. Donc ça, c'est le précis. Donc il énumère son corps comme s'il faisait un inventaire de son corps. Et on sait que quelquefois le malade a besoin de cela. Mais comment en parler? Et c'est à ce moment-là, la seule possibilité pour en parler, c'est de passer par des métaphores, des images. Et c'est, comment dire, un langage, un lexique de la détérioration. Hein. Se casser la figure comme un vieil échafaudage, morcellement, putréfaction, pourrissement cutané, volcan, crevasse, cratère, etc. Je ne cite pas tout. Donc, finalement, décrire la maladie, c'est très difficile. C'est ce que je retiens de ce texte-là, parce que ce qui se passe à l'intérieur du corps, et même ce qui se passe à la surface du corps, est très difficile à cerner par les mots. Et donc, seule la métaphore, l'image, peut approcher de cela. Et à qui en parler? Donc, comment en parler, mais aussi à qui en parler? Et l'image du miroir qui est ici est très intéressante. Le miroir, c'est son autre soi-même, avec qui on peut essayer de dialoguer, qui vous renvoie une image de vous, à la fois même et différente et autre. Et finalement, suivre la maladie, essayer d'en parler, c'est revenir sur le sens du monde. Les questions métaphysiques sont là. Un malade est quelqu'un qui va se poser des questions sur le monde, à sa façon. Là, je sors du simple cadre littéraire, qui va s'interroger sur le monde, sur sa place dans le monde. Vous avez les mots de métaphysique, etc., qui sont là-dedans. Et donc, finalement, quelle est ma place dans le monde au moment où je vais disparaître? C'est cela la question. Et finalement, c'est cela la question de toute maladie. C'est cette question que la littérature nous permet d'approcher. Vous voyez, je suis partie de l'évocation plutôt que de la description de la maladie dans un contexte précis pour arriver à une maladie de notre temps et qui dépasse le cadre local, qui rejoint finalement les grandes questions de l'existence. Qu'est-ce que je suis en ce moment où je suis malade, entre visible et invisible? Et quelle est ma place dans le monde? Que signifie le monde pour moi? Voilà, je vais arrêter provisoirement.